Salut les amiraux! Aujourd'hui, épisode final sur notre revue de Rebellion in the Rim. Nous finissons avec les objectifs de navigation, dits les objectifs bleus. Commençons avec la station maudite. Pour la mise en place, le second joueur place le puits de gravité au centre de la zone de mise en place. Ensuite, en commençant avec le premier joueur, les joueurs placent alternativement les autres obstacles en excluant la station. Ensuite, le second joueur place la station dans la zone de mise en place, au-delà de la distance 1 de tous les obstacles, et au-delà de la distance 5 des bords de joueurs. À la fin du round, en commençant par le second joueur et alternativement, chaque joueur choisit un obstacle qui ne contient pas de pion objectif et le déplace intégralement à distance 1-2 de sa position vers le puits de gravité, qui, je précise, ne peut être choisi. Il y aura une petite nuance à apporter au niveau des règles. Intégralement 1-2, vous ne pouvez pas dépasser cette distance 1-2. Par contre, vous pouvez très bien changer l'orientation de l'obstacle. Après, il faut se souvenir que l'obstacle à sa position finale ne peut pas chevaucher de vaisseaux, d'escadrons ou d'autres obstacles ou tokens dans la zone de jeu. Un obstacle peut être tourné sur lui-même aussi longtemps qu'une partie de cet obstacle ne va pas au-delà de la distance maximum spécifiée, dans notre cas la distance 2. Un obstacle peut bouger à travers les vaisseaux, les escadrons et les obstacles sans que ça ne pose de problème. Mais il n'y a que la position de départ et la position d'arrivée qui va compter. Si un obstacle a un pion placé dessus dû à un objectif ou à un autre effet de jeu, je pense notamment aux mines, ce pion reste sur l'obstacle lorsqu'il est déplacé. Si un obstacle qui est déjà chevauché par un escadron ou un vaisseau doit être bougé, le vaisseau et l'escadron, ou l'escadron, restent à leur position actuelle et l'obstacle, lui, est bougé. Et quand un obstacle doit être déplacé, le joueur qui bouge cet obstacle peut choisir de le maintenir dans sa position actuelle, à moins qu'il y ait une distance de mouvement minimum qui soit spécifiée. Avant de continuer le dernier paragraphe sur les obstacles, je rappelle juste que quand vous déplacez les obstacles dans le cadre de cet objectif, c'est directement vers le puits de gravité. Vous prenez le chemin le plus court et en ligne droite. Ensuite, une fois qu'on a déplacé nos obstacles, que chaque joueur qui aura déplacé un obstacle aura placé un pion objectif sur cet obstacle, il y a une règle qui précise aussi que quand un obstacle touche le puits de gravité, cet obstacle est retiré du jeu. Après que tous les obstacles soient déplacés, chaque joueur fait la somme de la valeur d'ordre de ses vaisseaux à distance 1 de la station. Le joueur qui a le plus grand total remporte un pion de victoire. Ensuite, retirez tous les pions objectifs de la zone de jeu. Les pions objectifs sont juste là pour se rappeler quel obstacle a été bougé ou non. Je rappelle que la station est aussi un obstacle. Que dire pour cet objectif, hormis qu'il est vraiment bien prévu pour des flottes qui vont être assez lentes, attentistes, qui vont pouvoir se positionner correctement près de la station pour scorer un maximum. Là, je verrais bien encore un interdicteur avec des moyens de contrôler les déplacements adverses et aussi le positionnement initial des obstacles. Mais le nouveau Starhawk, avec son contrôle de la vitesse de déplacement des adversaires, peut avoir des atouts à défendre dans ce cas de figure. La station devra évidemment être placée près de vous, idéalement loin du puits de gravité. Cependant, inéluctablement, elle finira au centre de la table. L'idéal étant de dédier une flottille au suivi de la station et de garder le reste de votre force pour contrer la force de votre adversaire. C'est là où je pense quand même qu'un interdicteur avec un générateur de puits de gravité et le circuit de détournement gravitationnel aideront à éloigner le puits de gravité et gêner le déploiement de l'adversaire. Il conviendra de s'assurer d'avoir une flotte avec une bonne force de frappe, sachant qu'il va être délicat de compter uniquement sur les objectifs pour scorer suffisamment sans devoir découper quelques vaisseaux ennemis. Poursuivons avec migration de l'hyperespace. Mise en place, placez les obstacles normalement en excluant la station. Ensuite, le second joueur place un pion objectif dans la zone de jeu à distance 1 des bords de jeu de 90 cm et un autre pion objectif à distance 1 du bord de 90 cm opposé. Règle spéciale, au début de la phase de vaisseau, des premiers et troisième rounds, le second joueur place un Purrgil qui n'est pas dans la zone de jeu à distance 1 d'un pion objectif. Le pion objectif doit être le même pour les deux rounds. Quand
un Purrgil se déplace, il doit se déplacer vers le pion objectif du bord de 90 cm opposé. Quand un Purrgil touche le pion objectif du bord opposé, ce Purrgil est retiré de la zone de jeu. À la fin du round, si un vaisseau a un pion objectif sur lui, retirez ce pion objectif et le possesseur de ce pion objectif remporte un pion de victoire. Si ce vaisseau est à distance 1 d'un Purrgil et n'a pas de pion objectif, placez un pion objectif sur ce vaisseau. Fin du round. Si un vaisseau a un pion objectif sur lui, retirez ce pion objectif et le possesseur de ce pion objectif remporte un pion de victoire. Si un vaisseau est à distance 1 d'un Purrgil et n'a pas de pion objectif, placez un pion d'objectif sur ce vaisseau. Alors, sur le papier, il peut sembler aisé de scorer, mais notre déploiement devient trop prévisible, parce qu'on va essayer de se mettre pas loin de la zone de génération des Purrgils, et du coup, ça devient facile pour notre adversaire de le contrer, surtout si lui possède une flotte rapide. On peut être tenté de dédier un vaisseau à l'escorte de Purrgil, mais scinder sa flotte, c'est rarement une bonne idée. Attention à la navigation et à ne pas se gêner avec les Purrgils. Et chevaucher un Purrgil, ça peut faire mal. Continuons avec les champs infestés. Pour la mise en place, placez les obstacles comme d'habitude en excluant la station. Donc c'est encore un objectif où la station ne fera pas partie de la zone de jeu. Après le placement des obstacles, placez un pion objectif sur chaque obstacle. Ensuite, le second joueur place 2 exorgotes, chacun touchant un obstacle différent. Règle spéciale. Quand un vaisseau ou escadron chevauche un obstacle, le possesseur de ce vaisseau ou escadron peut retirer ce pion objectif de cet obstacle et gagner un pion de victoire. Après le début de chaque phase d'escadron, donc après l'attaque des exorgotes, retirez chaque exorgote de la zone de jeu. Ensuite, le second joueur déplace les obstacles que les exorgotes touchaient intégralement à distance 1-2 de leur position actuelle. À la fin du round, pour chaque exorgote qui n'est pas dans la zone de jeu, le second joueur choisit un obstacle et place un exorgote touchant cet obstacle. Votre adversaire pourra décider du placement de 2 obstacles, vous pourrez placer 2 exorgotes. Forcément, les obstacles placés près de lui contiendront des exorgotes placés en sorte à ce qu'il les chevauche avec un de ses vaisseaux et qu'il subisse un dégât. Ajoutez une mine sur ces obstacles, votre adversaire verra, sans trop de tristesse, 30 points lui échapper. Pour les rebelles, avec une Jedi's Light, vous avez votre ramasseur d'objectifs tout désigné. Vous rajoutez Ezra Bringer qui peut aider à accélérer le ramassage. Chevaucher 2 obstacles avec une CR90, c'est faisable. Maintenant, scorer en moyenne 45 points. Est-ce que ça donne une avance suffisante? À vous de juger. Et nous arrivons à la conclusion de cette vidéo avec les gisements volatiles. Pour la mise en place, placez les obstacles habituellement en ajoutant les 2 champs de poussière et en excluant la station. Règle spéciale, tant qu'un vaisseau attaque un vaisseau, l'attaquant peut choisir un obstacle à distance 1 du défenseur puis résout l'effet critique suivant. Sur un icône critique sur un dé bleu, chaque vaisseau ou escadron à distance 1 de l'obstacle choisi subit des dommages égaux à la moitié arrondie au supérieur du total des icônes critiques dans votre pool d'attaque. Si le défenseur est un vaisseau du premier joueur, l'attaquant peut résoudre cet effet avec n'importe quelle icône critique, que ce soit noir, bleu ou rouge. À la fin du round, pour chaque champ d'astéroïdes, les joueurs font le total de leur valeur d'ordre des vaisseaux à distance 1 de cet obstacle. Ensuite, pour chaque champ d'astéroïdes, le joueur avec le plus grand total remporte un pion de victoire. Alors là, si Bronson chez les Impériaux vous agace, je pense que là, il va moins faire le malin. En dédiant une flottille pour faire le tour d'un champ d'astéroïdes bien placé près de votre zone de déploiement, potentiellement vous scorez 90 points. Cependant, il y a des chances que votre adversaire fasse de même. Le placement des obstacles sera capital pour gratter des points efficacement et affaiblir votre adversaire. Par contre, les chasses sous Sloan peuvent potentiellement souffrir lors de la phase d'approche. Il faudra ruser un peu plus et bien choisir son lieu d'engagement pour contrer cet objectif. Et nous voilà à la conclusion de cette revue de Rebellion in the Rim qui m'aura pris plus de vidéos que prévu. Je ne pensais pas que le projet serait aussi long, je pensais que ça irait beaucoup plus vite. Je ne me suis attardé qu'aux cartes qui ne concernent le jeu, que ce soit amical ou en tournoi. Je n'ai pas traité la partie campagne, ça je laisse à chacun la joie de découvrir toutes les subtilités de la campagne. Je pense que ça serait une expérience personnelle à partager entre copains. Cependant, le contenu qui est apporté pour la partie
amical et tournoi était vraiment très très dense, plus que je ne l'aurais cru. Je trouve toujours dommage que cette extension n'ait pas été traduite en français. Je pense vous avoir fait une traduction assez fidèle des cartes dans les revues que je vous ai fait dans les vidéos. N'hésitez pas à prendre des notes. Si quelqu'un est doué en Photoshop, on peut essayer d'en extraire, enfin voilà, essayer de faire quelque chose pour les traduire en français. Normalement sur le forum non officiel, il y a déjà des projets de traduction qui ont été commencés. Ce n'est pas un anglais très compliqué, justement le but de ces vidéos c'est là aussi pour bien redétailler chaque point de règle au niveau des cartes objectifs. Ça apporte un vrai renouveau dans le jeu, le renouveau est je dirais même d'autant plus important que ce qui n'avait été apporté par le conflit corélien qui était pour moi une grosse amélioration. Là on a des nouvelles mécaniques avec les mines, des obstacles nouveaux, on a beaucoup de nouvelles choses. Les deux nouveaux vaisseaux qu'ils vont apporter vont eux aussi, pour le Starhawk et le Onager, amener des nouvelles mécaniques de jeu. Il y a encore de belles choses à faire sur notre période de guerre civile sur Armada. En espérant que Clone Wars arrivera bien l'année prochaine, ça serait vraiment le top au niveau du timing. Mais pour l'instant, comme le dit Pierre O sur sa chaîne, avec le contenu qu'on a déjà sur Armada, on a déjà de quoi jouer toute une vie. Allez, sur ce les amiraux, merci de m'avoir suivi. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Ça permet aussi d'aider au référencement de la chaîne. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao les amiraux.